place au parti pris. François, vous restez avec nous. Nous rejoignent Ruth Elkrieff pour la politique et Christian Macarian pour l'international. Bonsoir à vous deux. Et c'est vous qui commencez, Ruth, parce que vous voyez défiler un an avant la présidentielle des livres et des livres et des livres pour chaque candidature ou chaque pré-candidature. Les livres politiques, cette passion française, vous nous direz si vous trouvez que c'est une bonne passion ou une passion un peu excessive. Je pense qu'à l'heure où on déplore la fin de la lecture, la désaffection de l'écrit, à l'heure où il y a des podcasts, des chaînes YouTube qui font office de confessionnal, il y en a qui n'abandonnent pas le livre. Et ce sont les hommes et les femmes politiques. Alors vous me direz, c'est peut-être un signe de déclin, mais en tout cas c'est une particularité française. Et moi je m'en félicite. Alors si on regarde un petit peu ce qui apparaît ces derniers jours, mais aussi ces derniers mois, il y a d'abord les candidats déclarés à la présidentielle, et pour eux c'est un rite de passage. On en a déjà parlé lundi, mais on voit avec le livre de Gabriel Attal, On nomme livre, une forme de miroir des deux ouvrages de Jordan Bardella, avec un peu le même message. Je suis jeune, mais j'ai vécu. J'ai des cicatrices et vous saurez tout ou presque sur ma vie. En quelque sorte, si je suis sincère sur ma vie, je serai sincère comme président ou comme homme politique. Et c'est le livre comme brevet de sérieux, comme preuve de crédibilité, comme preuve d'ancrage, et qui attire des lecteurs. Il y avait pas mal de monde à la première dédicace de Gabriel Attal hier. Alors on annonce Raphaël Glucksmann en juin, on annonce François Hollande. Vous savez, c'est un auteur déjà prolixe comme ancien président. Maintenant, il devient auteur comme futur possible candidat, bientôt candidat social-démocrate. Il y a Boris Vallaud qui sort un livre dont on va parler sur la démarchandisation, un livre programme qui s'intitule Démarchandiser nos vies. Alors dans ces cas-là, ce sont des tribunes un peu long format, vous voyez, une manière de paver le chemin vers une candidature, de se livrer, de se raconter, avec des épisodes tragiques, des épisodes sincères, et puis des épisodes drôles, et puis parfois pas mal de langue de bois aussi, avec quelques idées de programme. Alors ça, c'est les candidats. Et puis il y en a d'autres qui sont, j'ai envie de dire, la dernière tendance, c'est le livre retour. Avec Bruno Le Maire, évidemment, qui est un peu emblématique de ça, qui veut prendre sa revanche. Et qui n'exclut rien. Dans le temps d'une décision, et se débarrasser de l'image de l'homme de la dette en plaidant pour un changement radical, la fin de l'impuissance politique par la fin de la technocratie française. Alors, style très enlevé, anecdote piquante, c'est un écrivain, c'est son 14e livre. Au passage, il fait un mea culpa, en quelque sorte. Mon devoir était de rester, démissionner, c'est déserter. Même démarche pour Jean-François Copé, réélu au premier tour dans sa ville, mais qui veut revenir sur la scène nationale en première ligne pour lutter contre les populismes qui trahissent le peuple. Dans son livre, il décortique les recettes du RN et de LFI, il analyse les échecs des partis de gouvernement. Alors cela, vous le dites d'une certaine façon. Moi, si je veux caricaturer, je dis ils sont disponibles pour la nation, vous voyez, pour des postes de Premier ministre, de ministre, ou bien plus si affinité. Et donc il faut écrire un livre lorsqu'on a une ambition politique. Il n'y a pas d'autre chemin. Absolument, ça fait partie. Je dirais que c'est ça qui est français. Et on va y revenir, mais c'est vrai que c'est ça qui est français. Alors, il n'y a pas seulement des futurs candidats, il y a aussi des gens qui y ont été ou qui seront influents. François Bayrou, normalien, auteur prolixe, il devrait organiser sa réapparition en quelque sorte, avec une nouvelle lecture de son passage à Matignon dans un livre, et j'en déduis évidemment qu'il veut compter pour 2027 ou influer au moins le cours des choses. Aurore Berger, elle aimerait bien être candidate, c'est ce qu'elle a dit. En attendant, elle a publié un livre il y a quelques mois, Nos combats pour la République, un manifeste sur la laïcité et son expérience de la période post-dissolution. Il y a Yael Braun-Pivet qui avait raconté sa conquête du perchoir et couché sur le papier ses idées dans l'avenir pour À ma place. Marine Tondelier qui a semé aussi ses petits cailloux pour la présidentielle. Demain, si tout va bien. Alors pour tous et toutes, et j'exclus un tout petit peu Bruno Le Maire, l'enjeu n'est pas proprement littéraire. Il est d'abord un pari de notoriété, une possibilité de lancer une dynamique pour avoir accès aux médias, pour faire des tournées de promotion, pour organiser des rencontres de signature. C'est une forme d'action politique, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire... Je fais le compte, Ruth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12 livres dont vous nous parlez, 12 livres politiques. Voilà, je vous parle que des... Avenir ou... je vous parle que des 12, seulement des 12. Il y en a d'autres, hein, j'ai pas voulu tout le mettre, j'ai équilibré entre hommes et femmes, j'ai essayé de faire un peu attention. Et ce que demandent le plus les éditeurs en général, c'est d'abord les essais polémiques qui clivent, qui vont en fait conforter les idées des militants. Alors ceux-là, c'était Éric Zemmour, c'était Philippe de Villiers, par exemple. L'autre créneau qui est très demandé, ce sont les coulisses, les récits des rencontres avec les grands de ce monde, les pics impitoyables pour les adversaires. Alors ça, c'est les livres qui sont écrits après le pouvoir. Et évidemment, c'est ce qu'a réussi Nicolas Sarkozy. Voilà le 13e. Dans ses mémoires, qui ont fait des cartons en librairie, évidemment son dernier livre sur son passage en prison. On verra si le président Macron va s'y essayer en 2027. C'est aussi un peu un test. Je vous pose une question, Ruth. Quand on est journaliste politique, c'est le travail. Vous avez lu ces 13 livres ? Non, je n'ai pas lu les 13 livres, mais j'en ai lu une partie. Je n'ai pas lu les 13 livres. C'est vrai. Comment vous les choisissez ? Mais j'en ai lu une partie. Écoutez, je les feuillette et quand ça m'accroche, je reste. C'est ça, mais comme tous les livres quand même. Hein. Et puis il y a aussi le qu'en dira-t-on si on se dit entre journalistes qu'il est bon, qu'il est bien écrit, que ça vaut la peine. Est-ce qu'ils se vendent ? Alors, on va être honnête, la majorité de ces ouvrages sont des futurs flops. Parfois, certains ne se vendent qu'à quelques centaines d'exemplaires. Je ne veux pas donner de nom. Allez-y. Je veux être charitable. Allez-y. Non, c'est déjà des échecs. Bon, alors on peut en sourire, mais on peut aussi se réjouir quand même que plus qu'ailleurs, dans notre pays, un livre confère une forme d'autorité et de qualité, même, on l'a dit, ça dépend d'ailleurs, hein, mais ce ne sont pas des essais pour la postérité, ce sont parfois des archives, parce qu'il y a quand même des récits, il y a quand même des phrases qui restent, hein. Honnêtement. Et puis il y a des espaces de sincérité qu'on n'aura pas peut-être dans d'autres moments. Mais moi je voudrais conclure juste quand même sur la liberté d'écrire, parce que ce ne sont pas des politiques mais des grands écrivains. En Algérie, notre grand prix Goncourt, Kamel Daoud, a été condamné à 3 ans de prison. Croupissaient dans leur geôle, encore il y a quelques mois, Boualem Sansal. Évidemment, encore une fois, c'est pas des livres politiques, c'est pas la même chose. Mais moi j'ai envie de dire, vive la liberté d'écrire et vive la France pour ça. François ? Non, c'est vrai que en France, un livre c'est important. Ça pose un personnage, c'est certain. Le travers de cette caractéristique française, c'est que on a tendance à élire des beaux parleurs, qui ne sont pas des faiseurs. L'exemple le plus spectaculaire de la Ve République étant à l'Élysée en ce moment. On a un champion du discours. Et puis en matière de réalisation, bon, c'est un peu plus. Mais nous, Français, on est séduits. Par ça. Et il y a une certaine noblesse à cet art-là. Je vous rejoins tout à fait. Christian ? Eh bien, c'est une spécificité française, mais il faut la défendre parce que quand je regarde le paysage européen, vous avez beaucoup moins de variétés d'offres qu'il y en existe en France, mais vous avez un style complètement différent. Je pense aux mémoires d'Angela Merkel, par exemple, un pavé, voilà, François Anglais n'a peur, mais c'est bien pour la nuit, hein, c'est extrêmement c'est pour l'histoire, efficace en cas d'insomnie. Ça tire à balles réelles. Voilà, mais ce sont des sommes, des tomes, et alors que en France, c'est une sorte de manifeste qui continue la politique quand on arrête la politique. Et là, je ne sais pas si tous les éditeurs adorent ça, parce que franchement, il faut avoir les reins solides, ça se vend quand même pas nécessairement très bien. Je me souviens d'un méchant mot à propos d'un ancien Premier ministre. Non seulement il n'écrit pas ses livres, mais il ne les lit même pas. Bon, après, moi, je vais défendre les plumes. Les plumes, c'est aussi un métier, et pourquoi pas, hein. C'est pas le cas de tous, mais ça existe. François, votre parti pris économique, eh bien justement, vous avez lu l'un des livres. On va parler là, non plus de la petite course de chevaux, mais des programmes, avec un des possibles candidats socialistes, Boris Vallaud, vous en parliez, Ruth, qui sort un livre justement avec sa vision sur la démarchandisation du monde. Et vous nous dites, c'est l'utopie nordique du PS. C'est une vraie révolution idéologique qui est en cours au PS, avec ce qui s'apparente quand même avec une rupture avec la social-démocratie qui a inspiré, qui a été la matrice de la gauche européenne, française un peu plus tardivement, à partir des années 80 quand même. Au cœur de cette mutation, vous l'avez dit, le concept de démarchandisation, promu notamment par Boris Vallaud dans son nouveau livre, Nos vies ne sont pas des marchandises. Alors il s'agirait de retirer du marché le mécanisme qui est à la base de l'économie, tout un tas de secteurs dits essentiels, la santé, l'éducation, pourquoi pas l'énergie, avec l'idée qu'on ne doit pas faire de l'argent
avec les biens essentiels. Noble. Toute noble qu'elle est, cette idée constitue quand même, selon moi, une triple erreur. D'abord parce que c'est un défi à l'efficacité. Toutes les sociétés qui se sont essayées à cela, à la démarchandisation et à l'extension de la sphère étatique, ont connu les pénuries, les privations et ont fini par s'effondrer sur elles-mêmes. Je cite un historien qui s'appelle Niall Ferguson qui dit « Si le mur de Berlin est tombé, c'est tout simplement parce que l'Union soviétique ne savait pas faire un jean mettable. » Et il n'a probablement pas tort. Mon expérience personnelle me fait dire cela aussi. J'ai vécu en Chine il y a plus de 40 ans. J'ai vu la privatisation de l'agriculture sous mes yeux, le moment où on a dit aux paysans, alors que le pays connaissait des difficultés d'approvisionnement, les amis, vous pouvez vendre et avoir le produit pour vous de tout ce que vous produisez. Instantanément, les pénuries ont disparu. Instantanément, alors qu'auparavant, il fallait faire la queue et commencer à 4 heures du matin pour trouver une pastèque. C'est ensuite un défi à la raison philosophique. L'intérêt personnel, y compris financier, peut-être je vais choquer certains d'entre vous, c'est évidemment l'agent actif de la prospérité commune, c'est son moteur, même s'il faut évidemment le tempérer. On sait ça depuis Adam Smith, philosophe écossais du XVIIIe siècle. Je vous cite une phrase très connue, « Ça n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre idée, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. » Sacrément profond, hein, et à la racine quand même, non pas de l'économie, mais de la vie en société de façon plus large. C'est enfin un défi à l'histoire des sociétés. Le développement économique, c'est justement la marchandisation de l'économie. Dans un pays pauvre, les besoins essentiels de l'homme sont satisfaits de façon informelle. On mange ce qu'on fait pousser dans son jardin, on éduque ses enfants soi-même plutôt que de recourir à un établissement scolaire. On s'assure contre les risques climatiques en mettant un peu d'argent de côté. On coud ses propres vêtements. Et puis, le progrès, la marchandisation, justement, elle crée les supérettes où on peut s'approvisionner, les magasins de vêtements, les contrats d'assurance. Et en général, ça fournit des biens et des services beaucoup plus efficaces, beaucoup plus satisfaisants, beaucoup moins chers. Ça permet de libérer l'homme. Au fond, la marchandisation a permis justement la fin ou la limitation de l'asservissement de l'homme aux tâches essentielles. Revenir en arrière sur ce processus pour rétablir l'informel, démarchandiser, ça serait tout simplement revenir sur le développement. Et ça porte un nom, c'est le déclin. Alors bien sûr, le marché doit être encadré, régulé, tempéré. C'est toute la noblesse de la social-démocratie que d'avoir voulu faire cela. Je rappelle, en 1959, les sociaux-démocrates allemands ont tenu un congrès à Bad Godesberg, où ils ont adopté cette fameuse maxime qu'on doit, semble-t-il, à Karl Schiller, le marché autant que possible, l'État autant que nécessaire. Voilà toute la noblesse du compromis social-démocrate. Le PS avait fini par faire son Bad Godesberg de façon tardive et honteuse dans les années 80. Avec cette démarchandisation, il est désormais en route pour un very bad Godesberg. Mais on pense à des domaines comme l'eau, par exemple. La gestion de l'eau. Alors c'est vrai qu'on a des grands groupes privés qui s'occupent de l'eau. On a inventé, David, la concession. On l'a inventé en 1860 avec la création de la Générale des Eaux. Il n'y a pas de raison d'empêcher les régies municipales qui veulent distribuer l'eau de le faire. Mais des études très fines ont été faites pour comparer. L'eau n'est ni meilleure ni moins bonne dans un cas. Et souvent, les régies ne prennent pas le soin d'investir. Alors c'est vrai que il y a la rémunération de l'actionnaire et que ça peut heurter certains esprits. N'oublions pas que le coût du capital, la régie, elle le paye aussi d'une autre façon. En augmentant les impôts ou en augmentant les tarifs, l'argent, il n'est gratuit pour personne, pas même pour l'État. Ah, c'est un débat passionnant, en tout cas, oui, Ruth. Non, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'il y a un tournant qui est pris dans ce programme global, d'ailleurs, qui est proposé et qui va être voté par le PS, et qui dit d'emblée, on arrête la social-démocratie, on sort de la social-démocratie, on l'affiche. Mais il y a des choses dans ce programme, par exemple, sur un parquet environnemental, c'est-à-dire qui irait sanctionner les délits environnementaux. Il y a des choses qui sont
à la fois intéressantes et attirantes au premier regard, mais qui nous disent oh là là, c'est une norme de plus, c'est une contrainte de plus. Déjà qu'il y a le principe de précaution dans la Constitution, par exemple. Hein. Donc en fait, on regarde parce qu'il y a des choses qui sont très dans l'air du temps, et dès qu'on va un peu plus loin, on voit étatisation, on voit beaucoup plus que la démarchandisation, fiscalisation, étatisation. Christian, votre parti pris international, vous nous dites vous avez aimé Hormuz, vous adorerez Malacca, même combat, ça veut dire que dans ce détroit de Malacca, vous allez nous expliquer où c'est, on envisage aussi une forme de péage, de contrôle. Alors, ça provient d'une polémique lancée, agitée par le ministre indonésien des Finances. Il faut dire que les finances de l'Indonésie laissent à désirer. Il a eu une idée qu'il a regrettée très vite, qui a consisté a évoqué la possibilité d'un péage dans le détroit de Malacca. Vous le voyez, ce détroit qui longe la Malaisie, l'île d'Indonésie qui s'appelle Sumatra, et qui finit de façon très étroite dans un deuxième détroit. C'est le seul détroit au monde qui finit dans un détroit. Le détroit de Malacca finit dans le détroit de Singapour. Et Singapour, tout le monde sait que c'est une cité-État ultra prospère qui défend ses intérêts. Immédiatement, la Malaisie a protesté et le ministre des Affaires étrangères de Singapour a émis une protestation claire et nette contre cette proposition de péage. Il n'en est pas question, d'autant plus que Singapour s'est engagé auprès des Américains et auprès de la Chine pour faire respecter la libre circulation sur ce détroit. Encore une fois, dommage, sur la carte on voit le détroit de Malacca, c'est la partie large, il fait ce détroit 930 km de longueur, mais il finit, vous voyez, par une partie très très étroite qui rejoint Singapour. Et c'est là le nœud complet de cette affaire. Alors, évidemment, tout ça est tombé à l'eau, mais la question a rebondi et ça nous oblige à réfléchir sur ce que représente ce détroit de Malacca. Pardonnez-moi, mais à côté, le détroit d'Ormuz, c'est de la petite bière. Ah bon ? Oui, parce que il passe par là 90% des hydrocarbures qui proviennent du Moyen-Orient et qui vont vers la Chine, 80% des hydrocarbures qui alimentent le Japon. C'est un véritable corridor qui va de l'océan Indien à la mer de Chine. Et ça induit des raisonnements stratégiques, évidemment, très complexes et très profonds. On comprend pourquoi la Chine est très énervée sur sa partie sud, sur ce qu'on appelle la mer de Chine, et même plus précisément la mer de Chine méridionale, un peu décalée par rapport à cette carte. Car la Chine dépend d'un détroit qu'elle ne contrôle pas. Et ça, pour une puissance aussi considérable, c'est une faiblesse, c'est un talon d'Achille. Donc, le contexte est très différent d'Ormuz. Il y a derrière la superpuissance chinoise et son alimentation permanente. Mais ce serait tout aussi illégal. Ce serait tout aussi illégal. Alors, et on voit encore moins, parce que ce détroit est encore plus large que celui d'Ormuz, et il est bien sûr plus long. Il fait en moyenne entre 30 km et 300 km de largeur. Mais il a une autre caractéristique commune avec Ormuz, c'est que le chenal de circulation, de navigation, est étroit. Par exemple, sur la façade nord-ouest, il y a des falaises maritimes et puis des falaises immergées qui font que vous ne pouvez pas aller trop à l'ouest. J'ai déjà navigué 2 fois sur ce canal, c'est assez frappant. Le créneau est très étroit. Il y a de la piraterie, on devrait dire d'ailleurs plus exactement du brigandage en mer, parce que la piraterie, pour répondre à votre question David, est un terme approprié uniquement quand il s'exerce dans des eaux territoriales. Dans les eaux internationales, c'est pas de la piraterie, c'est du brigandage. Donc, Malacca, bientôt Gibraltar, bientôt la Manche, on va faire payer le... Bientôt, et pourquoi pas... Avec nos amis anglais, François nous a souvent expliqué que... Vous voulez dire, le passage ? Les détroits, c'est le témoin d'une mondialisation qui est en pleine expansion ou en plein rétrécissement, là, visiblement. Et ça nous envoie une leçon absolument radicale. Nous sommes tributaires de la géographie. Merci à vous 3 pour ces partis pris.